Yo mon petit convertisseur hydraulique, j'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps pour l'épisode 2 car aujourd'hui on va parler des boîtes de vitesse automatiques. Comment fonctionne un convertisseur de couple, une boîte robotisée, une boîte à double embrayage, une boîte à vario? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et vu que mes intros sont généralement trop longues, commençons tout de suite cette vidéo. Oh, incroyable! Pour des raisons évidentes, je t'invite très fortement à aller voir l'épisode 1 sur les boîtes manuelles pour que tu puisses comprendre cette vidéo dans les moindres détails. Allez, hop hop hop, on va la voir. T'es encore là? Bon. Et bah c'est parti. Une boîte automatique est un système qui permet à la voiture de passer et de rétrograder automatiquement ses vitesses. C'est logique. Elle a été inventée en 1925 par un certain Gaston Fléchel, un certain ingénieur français. Et oui, encore, à l'époque, on savait faire des voitures. Et pour la petite anecdote, il s'est amusé à remplacer la boîte de vitesse manuelle de sa Citroën B14 par une boîte automatique qu'il avait lui-même conçue. Costaud le gaillard. La Citroën B14 est donc la première voiture du monde à être équipée d'une boîte automatique. La boîte automatique a par la suite évolué et elle te permet désormais de faire des économies de carburant car la boîte est normalement paramétrée pour passer tes vitesses au bon régime. Enfin, en théorie, car si tu roules comme un bourrin, ça va marcher beaucoup moins bien. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Allez, commençons sans plus tarder avec la toute première technologie de boîte auto qui a été inventée, la fameuse boîte à convertisseur de couple. Oh putain, j'ai pas envie. Une boîte à convertisseur de couple est divisée en deux parties. Le convertisseur qui fait office d'embrayage et de volant moteur et la boîte de vitesse en elle-même. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de celle-ci car c'est très compliqué et la vidéo va durer 3 ans. Mais pour en parler rapidement, la boîte est équipée de pignons de différentes tailles, tout comme la boîte manuelle, sauf qu'ils ne sont pas reliés à un arbre, mais à une couronne. Et en fonction des engrenages verrouillés, on a un rapport de démultiplication différent. Le tout est commandé par des électrovannes pilotés électriquement et hydrauliquement. Mais bon, c'est un bordel. Alors si tu souhaites avoir des détails plus poussés et voir un peu comment ça marche, je t'invite grandement à aller voir la vidéo de Learn Engineering qui explique tout ça mieux que moi. Bien entendu, je te mets le lien en description. Du coup, penchons-nous plutôt sur le convertisseur de couple. Le convertisseur de couple est divisé en deux parties. Une pompe qui est reliée au vilebrequin et qui tourne à la même vitesse que celui-ci et une turbine qui est reliée à la boîte de vitesse. Et là où est toute la subtilité du convertisseur de couple, c'est qu'il n'y a jamais de liaison directe entre le moteur et la boîte de vitesse. Ce système est donc sans friction, contrairement à la boîte de vitesse manuelle ou aux autres systèmes que nous verrons tout à l'heure. Comment est-ce possible? Grâce à la mécanique des fluides. Ah, j'adore ce mot. Dans un convertisseur, tu as de l'huile. Et cette huile, qui est entraînée par la pompe, va être poussée grâce à la force centrifuge contre les pales de la turbine. L'huile va également se mettre à tourbillonner et à monter en pression, ce qui fera tourner l'hélice de la turbine. Et donc faire tourner l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. Et voilà comment on transmet une force venant du moteur vers la boîte de vitesse sans contact physique. Bon, après, il faut quand même que l'huile retourne à la pompe sans perturber la rotation de celle-ci. Et pour ça, on utilise un petit réacteur unidirectionnel qui est tout simplement une petite hélice qui dévie et surtout ralentit les tourbillons revenant à la pompe. Sans ce petit réacteur, le fonctionnement du convertisseur de couple sera dégueulasse avec un rendement dégueulasse. La boîte à convertisseur de couple a été la toute première boîte automatique à être produite à grande échelle et elle dispose de plusieurs avantages. Comme le fait que cette boîte est très confortable et doux pour rouler sur des petits œufs. Elle améliore également le couple à bas régime, donc un moteur creux le sera beaucoup moins avec une boîte à convertisseur de couple. Cette boîte accepte également les grosses puissances et les forts couples. C'est d'ailleurs pour ça que l'on retrouve cette boîte sur certaines voitures de luxe et de prestige, comme la magnifique C63 AMG W204 ou l'Audi RS4 B9, qui d'ailleurs, petit aparté, ont eu le droit à leurs essais sur la chaîne. Et ouais mon pote, toujours de l'autosucerie, tu connais. Et enfin, cette boîte a également une durée de vie plus longue que ses congénères, à condition encore une fois de faire ses vidanges et ses entretiens en temps
et en heure. Côté négatif, on retiendra que cette boîte a un coût de fabrication plus élevé qu'une boîte manuelle, qu'elle alourdit fortement le poids de la voiture et surtout qu'elle dispose d'une inertie plus importante. Mais là, je te vois venir. Tu n'as pas parlé de la lenteur de la boîte, de la surconsommation et du frein moteur inexistant. Oui, Peut-être. je n'en ai pas parlé pour la simple et bonne raison que ces 3 points sont uniquement valables sur les vieilles boîtes. À partir de 2010, les constructeurs ont décidé d'ajouter en plus du convertisseur de couple un embrayage plein monodisque, donc comme celui-là. T'as vu ? Il est beau, hein? Oui. Et cet embrayage sert à plaquer la turbine contre la pompe uniquement quand c'est nécessaire. Ce qui permettra au système d'être beaucoup plus réactif, d'avoir enfin un bon frein moteur et surtout de supprimer l'effet de patinage. Sur les vieilles boîtes, quand tu voulais taper dedans, le convertisseur se mettait à patiner. Du coup, t'avançais pas et tu surconsommais. Et avec l'embrayage de pontage, ce n'est plus le cas. Encore une fois, va voir la vidéo qu'on a faite sur l'Audi RS4 pour comprendre un peu le délire du machin. Toi, tcha, ouais. Putain, j'arrive. Ouais, tcha. Bon, le plus chiant est fait. Parlons désormais de la boîte robotisée ou de la boîte pilotée si t'es un boomer, qui est un véritable enfer. La boîte robotisée, en vrai, c'est pas compliqué. C'est exactement la même mécanique qu'une boîte manuelle, donc tu as la boîte de vitesse, le volant moteur et l'embrayage, sauf que ce n'est pas toi qui passes les vitesses, mais 2 robots électro-hydrauliques. Un robot qui va gérer l'embrayage, un robot qui va s'occuper de passer les vitesses. Et en fonction de ta vitesse et de la pression exercée sur la pédale d'accélérateur, les 2 robots vont décider d'eux-mêmes quand passer tes vitesses. Oh, mais c'est trop bien. Non. Même si un mode séquentiel à palette ou au levier est proposé, cette boîte simule à la perfection un gros GMK bien bourrin sur l'embrayage. Et de te donner des à-coups assez violents lors de chaque passage de rapport, en plus d'être lente et pas très réactive. Du coup, pour la fiabilité, on y repassera. En revanche, cette boîte est la moins lourde de toutes et la moins chère à produire. En boîte auto, bien évidemment. On retrouvera cette boîte sous plusieurs dénominations comme la SensoDrive de chez PSA, une merde, la ASG de chez Volkswagen, une merde, la boîte e-Gear de chez Lamborghini, une merde, et même Ferrari ont eu le droit à leur boîte robotisée avec la boîte F1. En vrai, quasiment tous les constructeurs sont passés par la boîte robotisée car ils n'avaient tout simplement pas le choix. La boîte à convertisseur n'était pas aussi efficace que maintenant, il fallait bien trouver une solution. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Heureusement, de nos jours, cette boîte n'est plus fabriquée, même si certains constructeurs s'accrochent encore à cette boîte et souhaitent lui donner une seconde chance, comme Lamborghini avec la boîte ISF, présent sur l'Aventador, et franchement, ils ont quand même fait un bon boulot. Vu le prix de la caisse. Ah, c'est pas faux. Et enfin, nous arrivons à la dernière technologie en date qui remplace la boîte robotisée à simple embrayage. Je parle bien entendu de la tant attendue boîte robotisée à double embrayage, qui franchement pète des culs. Alors il faut savoir que la boîte à double embrayage a une architecture assez particulière car elle dispose de 2 demi-boîtes à train parallèles disposant chacune d'un embrayage. Bon, ça y est, je t'ai perdu. Pour schématiser simplement, une boîte à double embrayage est en réalité 2 boîtes manuelles que l'on a imbriquées ensemble. L'embrayage 1 est relié via un axe à la boîte 1 et l'embrayage 2 est relié via un second axe à la boîte 2. L'embrayage 1 va gérer les vitesses impaires et l'embrayage 2 va gérer les vitesses paires. Ce qui fait que quand tu passes la 3, je dis ça au pif, la 4 sera pré-engagée. Vu que chaque fourchette est reliée à un baladeur et à une synchro de chaque boîte, quand tu engages la 3, la 4 se synchronise en même temps. Tu passes la 4, la 5 se synchronise en même temps et ainsi de suite. Du coup, tu n'auras aucune rupture de charge et tes vitesses passeront en quelques millièmes de seconde. Les embrayages n'auront qu'à se déconnecter et se reconnecter en rythme. Tu gagneras de la consommation, du confort de conduite et surtout le plus important, quelques centièmes de seconde lors de tes sessions bombardage. La boîte
boîte à double embrayage est la boîte la plus efficace et la plus rapide que l'on ait inventée à ce jour. Cette boîte est tout bonnement incroyable, mais elle dispose quand même d'un petit souci. J'écoute. Quand tu veux rétrograder, la boîte n'est pas prévue pour fonctionner à l'envers. Dans sa tête, c'est tu bombardes et tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule! Si tu souhaites rétrograder de 2 rapports, ça marche quand même, mais la boîte sera un peu plus longue car elle doit resynchroniser tes pignons. Bon, cela dit, ça sera toujours plus rapide qu'une boîte manuelle ou qu'une boîte pilotée, mais bon, c'est toujours important de le dire. Concernant les autres inconvénients, quand tu démarres de l'arrêt en première, tu peux avoir des à-coups assez désagréables. La boîte est vraiment très complexe, donc très chère à produire et à réparer. Plus cher qu'une boîte à convertisseur, hein, bon. Je dis ça, je dis rien. Ce système est quand même assez lourd et surtout, la fiabilité est encore à revoir car cette technologie est encore assez récente. Elle a été inventée en 1935 par l'ingénieur français Adolphe Quégrez, encore un français décidément, mais il faudra attendre les années 80 pour que Porsche l'inaugure en course avec leur magnifique boîte PDK qui est la boîte la plus rapide du monde, soit dit en passant, et seulement depuis 2003 pour que Volkswagen la démocratise enfin sur des véhicules de série. Ça fait que 20 ans qu'on y a droit, alors bon, je te donne un petit tips. Si tu veux préserver ta boîte auto, qu'elle soit double embrayage ou non d'ailleurs, je te conseille très fortement de faire tes vidanges à 40 000, 50 000, ça dépend les constructeurs. Vaut mieux prévenir que guérir. Oh putain, je t'ai sorti une phrase de vieux là. Oh. Et pour finir en beauté, nous avons la boîte à variateur, ou plus communément appelée la boîte CVT, qui n'est pas réellement de boîte auto d'ailleurs. En gros, c'est juste un variateur de vitesse qui sert à faire varier en continu le rapport de démultiplication du moteur. Et tout ça sans pignonnerie. Du coup, sur une boîte à vario, tu n'as qu'un seul et même rapport. Allez, 2 si tu comptes la marche arrière. En vrai, j'en parle très rapidement car on s'en fout. Il n'y a personne qui utilise ça à part les scooters, les voitures électriques, les vieux et les Toyota Prius. Mais bon, si tu voudrais un 5 minutes dédié à ce sujet, dis-le moi en commentaire et le professeur se fera un plaisir de te faire cet épisode. Comme par hasard quoi. Concernant ces avantages, tu as un confort de conduite sans précédent, très douce et sans à-coups, du moins en conduite très soft, conduite pépé quoi. Tu as une fiabilité très intéressante car très peu de pièces mécaniques et surtout son plus gros point fort est que le variateur a une énorme plage de variation. Du coup en vitesse stabilisée, le moteur sera au plus bas régime possible et tu consommeras quasiment rien. Concernant ses inconvénients, la boîte à vario surconsomme du carburant en conduite nerveuse et en vrai, ça galère. Si tu veux que je te résume, en conduite nerveuse, le moteur fera comme si ton embrayage était mort. Tu n'avances pas, tu consommes, le moteur gueule et franchement ce système... pour un petit vieux à la limite. Voilà mon ami, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu me partages cette vidéo, tu m'exploses la barre des pouces bleus et tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, Discord ou l'espace commentaire si tu as la moindre question. Et moi je te dis à la prochaine.